Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast de Martin Eden. Et aujourd'hui, format entretien qui va être publié après celui sur les Z. Si jamais le Social Club revient de Bretagne en un seul morceau. Et je suis avec un invité tout à fait qualitatif. Bonjour l'invité, présente-toi. Je suis Mathieu, je suis un homme cis qui lit des livres. Je crois que ça résume à peu près toute la gauche. ça résume. Et donc, qu'est-ce qu'on va Et parler? qui réfléchit aux livres qu'il lit, parce Ah, que... ça c'est déjà un peu moins de gauche déjà, enfin bref, c'est un peu plus de droite, enfin bref, ceci n'a aucun sens. Alors pourquoi j'ai invité le copain? Parce qu'on s'est côtoyé chez un autre camarade qualitatif, et donc de là est venue l'idée effectivement de faire un entretien critique sur un peu le folklore nazi, un peu le folklore un peu spirituel nazi, autour voilà, de l'Atlantide, Hyperborée, Plutôt etc. d'extrême droite, parce que nazi, bon, je vais revenir dessus, on va dire nazi, c'est pour attirer les gens. Oui, voilà, ça sera dans le Voilà. titre, voilà, faut attirer le clic, voilà. En plus, Super. ma chaîne est Mais monétisée, donc je ne paye pas les invités. à part que c'est un folklore qui est très d'extrême droite, très nationaliste, racialiste, enfin, on y trouve tous les goûts de l'extrême droite, toutes les versions. D'ailleurs, quand tu parles, je réfléchis à la vignette où je vais te mettre en face à face avec Oleg de Normandie, tu vois, parce que c'est un petit peu, bon, c'est un petit peu l'entretien Némésis là, parce que là, il y avait la vidéo là de merde de Temps Mort, je crois, si je dis pas de bêtises, qui revient sur la première partie du documentaire d'Oleg de Normandie, et donc considérer ceci comme des travaux de finition, voilà, c'est toujours important de mépriser ce genre d'idiot comme Oleg de Normandie, etc., Oui, etc. C'est toujours utile, c'est toujours utile. Et donc, voilà. et aux invités, donc, après cette présentation assez clickbait, Oui. tu as le plan devant, enfin j'ai aussi le plan devant moi, tu as le Oui. plan devant toi, C'est donc, alors, peux-tu nous dire en fait pourquoi cet intérêt pour ce folklore d'extrême droite? alors, bon, l'intérêt pour le folklore en lui-même, c'est un truc qui revient, on va dire, de mon enfance. Je suis un gamin qui a regardé les Cités d'or, qui a regardé les Mondes engloutis, qui lisait les aventures de Picsou. Donc, les aventures de Picsou, bon, il y a quelques fois où ils partent s'y partir des cités, des civilisations disparues. Je me souviens une BD de Dupuis, sur l'Atlantide avec dans Les Petits Hommes. Heu, j'ai été un petit peu préparé jeune là-dedans à ce genre d'idées. Heu et on va dire vers l'adolescence et pendant, toute la période, je vais dire jusqu'à mes 24-25 ans, j'ai été quelqu'un de très croyant. Bah, vraiment en tout. C'est un miracle que je ne sois pas rentré dans une secte ou que je ne sois pas devenu un gourou. D'ailleurs, il aurait été plus probable que je devienne un gourou que de rentrer dans une secte parce que je me méfiais quand même des sectes à l'époque. Tu te méfies du Heu, business plan. oui, 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 mais j'aurais très bien pu si j'avais pas été dépressif en même temps, ça j'aurais très bien pu devenir le type de gourou qui croit en ce qu'il raconte. Alors, je vais tenter de pas te mépriser dans le multivers, tu vois. Pour l'instant, j'ai envie de dire on va dire la dépression a été bénéfique, je pense, de ce point de vue-là, d'un point de vue humain. Et c'est très bizarre. La formulation est très bizarre d'ailleurs, dite comme ça. Mais ouais, t'as pas cédé à une secte, t'es pas devenu gourou, mais bon, moi j'ai adhéré à une secte, voilà. Bon, Voilà. c'était encore autre chose. C'est une autre histoire. Donc effectivement, c'est un peu les œuvres de culture pop en fait. Voilà, genre ouais, j'ai un peu le générique des Cités d'or dans la tête. C'est fini, j'en ai pour la journée. Et donc ouais, un peu, ouais, c'est on dit pas que la culture pop est d'extrême droite. Attention, je vois déjà d'ici les gens gueuler. Non, Alors disons que c'est pratique pour raconter des histoires intéressantes. Disons que c'est oui, pratique. c'est pratique pour raconter des histoires intéressantes et ça peut préparer l'esprit à croire en d'autres choses. Je vais dire, lisez Le cimetière de Prague, d'Umberto Eco, qui Mhm. est l'une de mes références favorites. Ça explique exactement comment, en partant d'une culture populaire, bon, lui décrit les romans,
les romans du 19e siècle, les feuilletons du 19e siècle, et comment cela a nourri la, les premiers, excuse-moi, j'hésite pendant le truc, les Ouais, premières théories du complot. oui, Comment, en fait, c'est très intéressant là-dedans, et c'est très intéressant de voir comment ça peut se préparer à l'esprit, ça peut préparer à la croyance. Après, ça ne va pas nécessairement. C'est ce même intérêt qui m'a sorti de ma croyance. oui, voilà. Je vais dire que au moment où tu réalises que les, les systèmes de magie qui sont expliqués dans les Papus, les Eliphas Lévi, ils sont moins cohérents que ceux de tes jeux de rôle ou que celui du Seigneur des Anneaux, Mhm. tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qui, moi, personnellement, m'a aidé, entre autres le fait que ça ne m'a pas du tout sorti de ma dépression, et Mm. que j'aurais pu m'enfoncer dans, je vais dire, le côté obscur si, pour compenser ma dépression, je me serais formé une cour autour de moi, et je serais petit à petit devenu un salopard de gourou. Il n'y a pas d'autre mot. Ou tu seras devenu zététicien. C'est- Je suis plutôt devenu zététicien, et bon. ce tacle gratuit sur les Z. Mais oui, effectivement, cette espèce de ouais, l'intérêt pour l'imaginaire. Enfin voilà, tout le monde n'a pas le talent de Tolkien pour bâtir un univers cohérent, et c'est plutôt la cohérence interne du récit, enfin l'incohérence pour le coup, qui t'a vraiment fait tilt en fait. Tu te dis ah, mais c'est quoi cette merde? Attends, même mes parties de jeux de rôle, enfin de jeux de papier, machin, enfin jeux de rôle papier sont plus cohérentes que ça. Donc c'est surtout cette incohérence interne dans le récit paranoïaque qui t'a fait tilter en fait. Oui, D'accord. on va dire dans le récit de la fantasy, parce Hmm. que je croyais à énormément de choses. J'étais pas tellement théorie de la conspiration. D'accord. J'étais plutôt croyance à l'alchimie, à la magie, aux fées. J'étais un pot pourri de croyances assez bordéliques. Et- alors, Euh, J'étais le genre à critiquer les New Age, tout en étant plus New Ageux que la plupart des gens qui sont vaguement New Age. Voilà. c'est aussi une précision que j'évoque pas souvent, que je devrais rabâcher parce que je pense que c'est la comparaison qui est vraiment pertinente. Voyez, pour les gens qui disent oui, les sexes c'est incohérent, enfin, les récits de théorie du complot sont incohérents, etc., etc. Voyez les sectes et ce genre de choses comme un énorme buffet à volonté où chacun prend le menu qui lui plaît et chacun fait sa propre tambouille. De Voilà. toute façon, en Mm, général, dans une mythologie, même qu'elle soit sectaire, mm. il y a quand même une certaine forme de cohérence. Oui, mais garde. C'est rare que c'est très très incohérent. Là, il faut s'appeler Soral pour vraiment faire de l'incohérence permanente. Mais Soral, c'est incohérent parce que tu changes de référence tous les 5 mois parce que tu t'engueules avec ta référence. Donc, Ça me fait, je crois que c'est la seule phase de Paul-Éric Blanc que j'aime bien, c'est Sora la raison, oui, mais à quelle heure? C'est la seule phase que voilà. je valide de Blanc. Mais comment dire, voilà. Si vous voulez une logique enfin la logique des sectes ou même d'un délire sectaire, ne voyez pas ça comme un ensemble cohérent, voyez ça comme un énorme buffet à volonté où chacun picore ce qui lui plaît, et quand bien même les menus seraient pas compatibles entre eux. Donc gardez cette image de buffet à volonté, voilà, et vous comprendrez comment ça fonctionne. Donc, bon, on Voilà. va partir sur le Mm. sujet Oui, principal, enfin, oui. enfin. Donc, quand c'est suite à une des conférences d'IRNA, Mhm. Osmanovic, en 2016, au Cercle zététique Languedoc-Roussillon. Ça date. Bah, Ayarna, Euh, c'est encore une des rares Z que je peux encore écouter. Enfin, je me suis pas encore engueulé avec, tiens. Mais c'est peut-être que partie remise. Enfin bref, on l'embrasse pour l'instant, voilà. C'est sous réserve. Excuse-moi, je t'ai donc, coupé. à propos des pyramides de Bosnie, dont Mhm. je vais éviter de parler, je vais aussi éviter de parler de Grimaud, parce que tout le monde a parlé de Grimaud. Donc, Oui, il y a suffisamment de choses, et je pense que dans les liens que tu donneras, de toute façon, il y aura du Grimaud. Donc, oui, oui, je mets. Enfin, voilà.
Peut-être les seules fois où je recommanderais des vidéos de la tronche en biais, c'est pour vous dire. C'est pas la peine de parler aussi tellement des pyramides de Bosnie Hmm. parce que Irna a déjà tout fait dessus, donc allez voir son site, c'est Oui, très bien. de De toute toute façon. façon, cet entretien, c'est en partie une introduction vers son site, parce qu'il y a beaucoup de choses. Pour aller plus loin, il y a beaucoup de choses dont je vais parler, dont il en est question aussi dans son site. Mon Dieu, je fais une introduction pour un blog de zététique. Mon Dieu, ce twist. Je retourne ma veste. Eh oui. Eh oui, oui. Donc, c'est à propos des pyramides de Bosnie que, il y a eu la question, de la politique dans les croyances en des, civilisations perdues, Hmm. telles que l'Atlantide et l'Hyperborée, qui vont être les 2 pôles de cet entretien. Mhm. Et bon, moi de mon côté, j'ai décidé de creuser. Je suis pas le premier à avoir creusé et Mhm. le gros problème, c'est que je peux pas donner une grosse référence, c'est-à-dire il y a tout un tas de références qui sont allées plus loin que moi. Mhm. Moi, je fais qu'une vague jonction. Il y aura sûrement d'autres écrits mieux que moi. Peut-être qu'il y en a que je ne connais pas parce que je fais que lire des bouquins, parce que je ne lis pas que des trucs là-dessus, heureusement. Je- Mais voilà, je préfère être Un amateur éclairé, voilà. un amateur éclairé, donner les bases. Si Hmm. vous voulez aller plus loin, vous avez l'histoire des lieux de légende d'Umberto Eco, qui est très bien. Vous avez le site d'Irna. Euh, voilà, ouais, déjà rien qu'avec ces deux-là, vous pouvez aller beaucoup plus loin. D'accord. Voilà, avec ces deux références-là, bon, s'il y en a d'autres qui me reviennent, je te Oui, les donnerai je mettrai dans la description. entre-temps. Là, j'ai pas d'autre chose en tête. Ouais. À part évidemment fouiller quelques trucs sur Wikipédia, parce qu'il y a toujours des trucs intéressants, mais Oui, bon, oui, oui, c'est Wikipédia, donc on va pas mettre Wikipédia, c'est une référence de référence, donc c'est trop méta. Et donc voilà. tu veux découper l'entretien en deux parties, c'est ça? L'Atlantide de Oui, en fait, en 3 parties trois. plutôt. D'accord. La première pour expliquer ce que c'est que l'Atlantide et un petit peu son relin nationaliste. Ensuite, l'Hyperborée qui, elle, est vraiment le mythe racialiste. D'accord. Et une troisième partie qui va être, un peu plus bordélique, mais on va essayer de pas trop la bordéliser non plus, Mhm. pour la fusion de ces 2 mythes. Parce que le problème, c'est que je suis obligé, c'est que je ne peux pas parler en même temps de l'histoire de l'Atlantide, enfin de l'histoire du mythe de l'Atlantide et de l'histoire du mythe de l'Hyperborée en même temps, sinon ce serait totalement inaudible. D'accord. Oui, c'est logique, oui, c'est logique. Voilà. Ça se recoupe tout en étant parallèle. Le gros problème, c'est qu'on entre sur un continent où chaque vallée, c'est un peu la même chose, tout en étant différent. D'accord. Ce qui est un petit peu parce que la plupart de ces auteurs actuels se copient les uns les autres, mais chacun y met ce qu'il veut. Il met sa petite recette, son petit ingrédient, son petit truc préféré. On verra ça dans la suite de l'entretien. D'accord. Donc, on va commencer avec l'Atlantide, si tu le permets. Je le permets, tu peux y aller, la scène est à toi. Donc l'Atlantide, je vais révéler le site originel de l'Atlantide, qui est les textes de Platon. En effet, même si Platon dit qu'il tient son conte de l'Atlantide de Solon, qui était plus ou moins pour les Grecs le père de l'histoire, Solon qui le tiendrait des Égyptiens, euh, parce que pour les Grecs, les Égyptiens, c'était le peuple le plus ancien, c'était les pères de l'histoire. C'était pas les pères, excuse-moi, je m'embrouille, mais c'était, oui, c'était les gardiens de l'histoire, c'est le peuple le plus ancien, c'était ceux qui remontaient le plus loin.
Le truc, c'est que en Égypte, on trouve rien qui corresponde à l'Atlantide. Ce n'est même pas un type de mythe qui correspondrait à la psychologie égyptienne. D'accord. Voilà. Donc, Platon décrit cette île qui aurait disparu quelque chose comme 11 500 ans avant notre époque. D'accord. Oui. Donc, ce qui est 9000 ans avant Solon, ce qui était énorme pour Platon. L'île d'Atlantide, peuplée d'une population descendante de Poséidon, qui a une capitale florissante, qui est une espèce de super Athènes. L'île en elle-même rappelle beaucoup l'abondance perse vue par un grec, parce qu'il y a des éléphants sur l'Atlantide. D'accord, ok. Sachant qu'on ne sait pas trop où la placer, elle était probablement pour Platon dans l'océan Atlantique, mais en fait, la géographie selon Platon, on ne la connaît pas. D'accord. C'est peut-être que les colonnes d'Hercule pour Platon, c'était le détroit de Médine, peut-être pas. Même ça, c'est même pas établi, quoi. C'est peu probable, mais c'est à envisager. D'accord. C'est parce qu'on ne sait pas trop la vision qu'avait Platon de la géographie, et ce n'était pas le but du texte de Platon. Oui, c'était... Comment? Non, j'allais te devancer, mais vas-y. Le texte de Platon, c'était un conte, une fable philosophique. Voilà, une fable, parce que clairement, il décrit un peuple qui avait autrefois des rois, littéralement de sang divin, qui peu à peu tombent dans la République. Bon, Platon, c'était pas du tout un républicain, qui parvient à conquérir la totalité de la mer Méditerranée, ne laissant aucune trace derrière eux. Même les Égyptiens n'en parlent pas. C'est-à-dire les Égyptiens sont censés se faire casser la gueule par Les Atlantes. les Atlantes, mais il n'y a rien dans les textes égyptiens qui indique une invasion. Oui, alors de souvenir, je crois que Platon disait que les deux seules personnes qui avaient encore la mémoire de cette guerre, parce que bon, apparemment l'Atlantide aurait attaqué l'Égypte, la Grèce, il y aurait eu que deux survivants, mais je sais pas, c'est en mode ils seraient atteints d'amnésie. Enfin, là, je te dis ça un peu de mémoire, quoi. Oui, alors il y en a qui vont gratter des trucs chez les Égyptiens parce que évidemment les Égyptiens avaient toujours des peuples ennemis, et il y avait une tradition égyptienne qui voulait qu'ils avaient cet ennemi. Après, il y a tout un débat sur les peuples de la Momère et la fin de l'âge du bronze, mais là je vais pas l'inclure parce que ça va durer trop longtemps et j'ai tout simplement pas les documents sous les yeux. Alors je vais dire de la merde. J'ai trop peur de dire de la merde. Donc il y a quelque chose là-dessus. Il est tout à fait possible qu'un peuple ennemi soit aussi un peuple ami, suivant comment il se comporte. Parce que ça peut être un marchand minoen, peut être considéré comme minoen, et si ça se trouve, les peuples de la mer, ça pouvait être tout simplement des pirates minoens qui allaient piller. Seulement on ne donnait pas le même nom. Voilà, c'est quelque chose qui est envisagé. Bon, je dis peut-être une énorme connerie parce que c'est des trucs que je suis pas spécialiste. S'il y a un archéologue ou un égyptologue qui m'entend et qui dit que je dis de la merde, eh ben, il aura raison parce que c'est sa spécialité, c'est pas la mienne, et parce que c'est son métier, c'est pas le mien. Il peut le dire gentiment aussi, hein, c'est une vraie option. Hein. Oui. Mais l'armée atlante tombe devant Athènes, qui était déjà présente 9000 ans avant Solon. D'accord.
et l'Atlantide chute dans les flots. Ça, c'est le texte de Platon. Le texte de Platon se termine par Zeus qui convoque les dieux, qui leur tient un langage, et là, plus de texte. On finit sur un teaser on finit sur un teaser, quoi. Ouais, on a fini la saison 1, mais sauf qu'ils n'ont pas prévu de saison 2, quoi. Oui, voilà. C'est ça, on ne sait même pas si c'était volontaire ou non de Platon. Mais dans l'idée platonicienne, c'était une fable, comme tu l'as dit, visant à dénoncer les défauts des Athéniens de son époque. La civilisation qu'il décrit, d'ailleurs, mis à part sa magnificence, n'est pas plus avancée technologiquement que les Athéniens. Ils ont juste plus de soldats, plus de fric, plus de bateaux, plus de tout. Mais c'est des Athéniens. Technologiquement, c'est des Athéniens. Ils n'ont pas de super technologie. L'orichalque, dont certains ont fait des histoires pas possibles dessus, c'est utilisé juste pour faire des bijoux. Ah bon, bah dans certains jeux, je me souviens dans les Maîtres de l'Olympe Zeus, qui est un jeu de gestion, on peut faire des boules de feu avec. Bon, ok, c'était du flan. Ouais, non, mais c'est des bijoux. Chez Platon, c'est des bijoux. Je me demande si c'est pas une référence à l'électrum, qui était un métal très précieux que l'on ne trouvait qu'en Perse. D'accord. Ou de mines d'or ou d'argent qui étaient proches d'Athènes et qui valaient aussi une partie de la réussite économique athénienne. D'accord. Donc là, on est dans la fable. C'est même pas le mythe. Platon n'a même pas l'idée de rajouter quelque chose au mythe. Il écrit une fable. Et je suis désolé pour les gens qui croyaient à l'Atlantide, mais c'est comme si dans 2000 ans, quelqu'un déterrait les fables de La Fontaine et disait, mais vous voyez bien qu'à l'époque de Louis XIII et de Louis XIV, les animaux parlaient, puisqu'il y a un écrit de cette époque-là où des animaux parlent. Voilà, c'est l'interprétation qui en est faite. Effectivement, vu comme ça, c'est imparable. Voilà. Sachant que ça a été assez peu ignoré, ça a été quasiment ignoré par les suiveurs de Platon. Aristote, pas un mot sur l'Atlantide. C'est quand même l'élève de Platon. Et surtout, Aristote, c'est pas le premier historien, ou je sais plus c'est lequel. C'est pas. Aristote s'est intéressé à tout. D'accord, ok. Donc le problème d'Aristote, c'est qu'il est toutologue. C'est ça. C'est qu'il est le premier scientifique à une époque où on pouvait encore être toutologue, mais c'est le premier. Voilà. Donc évidemment, quand tu es le premier dans pratiquement toutes les disciplines scientifiques, évidemment, tu fais du caca parce que t'as pas encore vraiment inventé de réelles méthodes. Tu as des débuts de méthode, mais voilà. Mais Aristote n'en parle pas. D'accord. Tous ceux qui en parlent font des références à Platon. Donc, Pline l'Ancien, oui. Donc ouais, la seule source de l'existence de l'Atlantide, c'est uniquement le récit de Platon en fait. C'est pas l'Atlantide en elle-même, c'est pas des preuves archéologiques. Non, c'est le récit comme seule et unique source en fait. Pline l'Ancien en parle, mais n'en parle que en référence de Platon. C'est d'ailleurs la preuve que les médiévaux le connaissaient, alors que les médiévaux n'ont jamais parlé d'Atlantide. À plus, le terme Atlante est assez flou, puisque Hérodote utilise le terme Atlante pour les habitants du mont Atlas, qui lui n'a pas encore sombré sous les flots. D'accord. D'autres auteurs antiques citent Platon et lui reprochent quand même ton texte aurait pu le finir. La principale note qui est faite
sur ce texte pour les auteurs de la fin de l'Antiquité et peut-être du début du Moyen-Âge, on aimerait bien voir la suite. Vivement la saison 2. Malheureusement, l'auteur est mort. C'est bête. Voilà. Voilà le site originel de l'Atlantide qui restait oublié jusqu'au XVIe siècle environ. Et parce qu'à cette époque-là, il se passe un truc qui bouleverse tout en Europe. On découvre un nouveau continent, on découvre les Amériques. Et là, gros problème, l'Amérique, c'est pas décrit dans les textes antiques et c'est pas dans la Bible non plus. Et pour les mentalités de l'époque, c'est vraiment quelque chose d'intellectuellement très difficile à avaler. Donc, on cherche à tout prix à mettre les continents américains dans ce que l'on connaissait déjà. D'accord. Donc, évidemment, il y a eu deux Italiens, un Espagnol, qui émettent dans un livre, que l'Amérique, ça pourrait être l'Atlantide. Ah, j'ai fait une erreur, c'est un Espagnol, pardon, qui a dit ça. C'est Francisco Lopez, c'est ça, de Gomara. Oui. Et ensuite, il y a eu 3 auteurs italiens qui ont repris l'idée. D'accord. Autant pour moi. Qui sont marqués entre parenthèses sur le plan. Je suis très bête, je lis pas mes propres notes alors que je les ai sous le nez. Donc, c'est pour ça, par exemple, que le fleuve Amazon s'appelle Amazon, parce qu'on s'attendait tout simplement à trouver des Amazones, parce qu'on pensait, puisque les Grecs disaient qu'aux confins du monde, il y avait des femmes guerrières, puisque on avait découvert un nouveau confin du monde, peut-être qu'il y avait des femmes guerrières à cet endroit-là. On s'attendait à trouver des dragons, on s'attendait à trouver toutes sortes de choses extraordinaires. Des marcheurs blancs, des Néris du Typhon. Ils n'avaient pas tout à fait la même mythologie, mais oui, si. J'aurais kiffé, mais bon, c'est. Voilà, si Westeros, 400-500 ans après la fin de Game of Thrones, découvre un nouveau continent, ils vont s'attendre à trouver des marcheurs blancs. Oui. Voilà, où ils vont s'attendre à trouver des trucs qui n'existent pas pour eux. Je sais pas, moi, des Targaryens non incestueux, par exemple. Il serait plus Targaryen au bout d'un certain moment, on va dire. Ça serait compliqué. Et donc, la découverte du Nouveau Monde pose des gros problèmes, en fait, à ce que tu as noté dans le plan aussi. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Ouais, ok. Voilà. Voilà, il y a eu d'autres recherches, là, puisque j'ai aussi le plan, comme il y a eu beaucoup de moines qui sont partis chercher le Jardin d'Éden. Après, il y a eu aussi les cités d'or de Cibola qui sont. Pour le coup, c'est moins spirituel et plus moula pour le coup là. Qui viennent d'un mythe médiéval qui date qui date d'on ne sait où, qui supposait l'évasion d'un groupe d'évêques visigoths vers on ne sait où pour fonder des cités, des colonies d'où ils pourraient revenir reconquérir l'Espagne. D'accord. Voilà, c'était, ils espéraient y retrouver, les Espagnols espéraient y retrouver des cousins éloignés. Bah, manque de bol, quoi. C'est bon. Voilà.
Donc, c'est ça qui a fait ressurgir l'Atlantide dans la dans l'imaginaire de l'époque avec beaucoup d'autres choses, Mhm. puisqu'on est quand même à la Renaissance. C'est ça aussi, bon, ouais, la Renaissance qui est un petit peu, enfin, où l'Antiquité revient un petit peu beaucoup plus en avant, et pas de, la redécouverte par des textes de philosophes antiques qui étaient traduits en arabe et après qui ont été retraduits en latin, si je dis pas de conneries. Enfin bref, c'est la Voilà, Renaissance, c'est voilà. ça, voilà. Donc, mais l'Atlantide reste encore mineure, c'est juste une hypothèse parmi d'autres. Puis Hmm, d'ailleurs, la plupart des hypothèses, on préfère les fouiller dans les mythes médiévaux ou dans les mythes bibliques. d'accord. Il y Ouais, a eu plus de gens qui ont pensé trouver le jardin d'Éden que retrouver l'Atlantide. logique. La Bible, c'était un livre beaucoup plus lu, je pense, à l'époque. Voilà. L'Atlantide en tant qu'utopie, c'est une création de Francis Bacon au XVIIe siècle, Mhm. qui a écrit un roman, La Nouvelle Atlantide, qui est une utopie propre à Bacon, qui décrit une île dirigée par une aristocratie de scientifiques. Bah, Bacon, enfin même le mythe américain, enfin Bacon, est-ce qu'il est américain de souvenir, est-ce qu'il est Il est anglais. Il est anglais? Ouais, d'accord, ok. Non, parce que je veux dire, ouais, c'est très. Les Américains, dans leur mythe national, ils ont très ce truc. Oui, cette terre nous est due, Dieu nous l'a donnée, c'est notre nouvelle Jérusalem. Il y a un truc très messianique dans enfin, dans un peu l'idéologie, enfin, nationaliste un peu américaine, on va dire. Donc, Oui, mais là, on se raccroche beaucoup plus à ce que je te disais hmm, avant, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus allés rechercher dans les mythes bibliques pour d'accord, replacer l'Amérique d'accord, ok, que dans les mythes antiques. d'accord. Bacon, lui, il écrit comme beaucoup d'autres auteurs ont écrit un livre qui décrit sa civilisation idéale, Hmm. et lui, c'était sa nouvelle Atlantide, qui était en fait Ouais, décrit une civilisation où ce sont les savants qui ont le pouvoir. bah, pour le coup, Bacon est vachement proche de Platon, quoi. C'est ce qu'il écrit n'est pas réel, c'est une utopie ou une Oui, espèce de fable. il est Et même probable que le terme vienne en référence à Platon. d'accord. Même Platon avait cette idée en fait de cité-État gérée par les bons philosophes, les bons sachants, etc. Très aristocratique finalement, quoi. Oui, oui. Donc, en plus. Donc très raccord, on va Oui, dire. oui. Mais à l'époque le livre a été très lu D'accord. dans le monde anglais, D'accord. même s'il est en fait question d'Atlantide pratiquement que dans le titre. D'accord. Alors Et voilà, et le titre. c'est un livre dans la même lignée que l'Utopie, que d'autres livres, il y avait d'autres livres, on est quand même à l'époque des Lumières, donc on pense quand même beaucoup Mhm. aux Utopie. utopies, à ce que pourraient être des civilisations idéales, tous les auteurs de l'époque, y ont pensé, Swift l'a fait, Cyrano de Bergerac décrit des utopies humoristiques sur la Lune, sur le Soleil, je ne sais plus ce qu'il y décrit parce que je n'ai pas lu le livre. Je reconnais ce manque de culture chez moi. Mhm. Euh, mais voilà, l'utopie, le mot Atlantide est rattaché à l'utopie, à Mhm. une civilisation idéale, à une civilisation technologique, une civilisation scientifique. C'est involontairement issu de Bacon qui voulait écrire tout à fait autre chose. D'accord. Voilà. Ensuite, on va passer à Olaus Rudbeck, si je prononce bien, Oui. qui est l'inventeur de l'Atlantide mythe nationaliste. Alors là, on va rentrer beaucoup plus dans le solide. Là, on est moins dans l'utopie, on commence à ouvrir la porte du caca. Oui. Rudbeck, qui est, si je me souviens bien, mathématicien, euh, écrit une œuvre monumentale, c'est-à-dire il a commencé à écrire de 1679 à 1702.
un nombre de livres décrivant d'abord que les Atlantes de l'Atlantide sont les enfants d'Atlas, fils de Japheth, Mhm, lui-même fils de Noé, mhm. et que l'Atlantide, ben, c'est une île au large de la Suède. Et qu'en fait, tous les mythes grecs se passent en Suède, parce que Olos Rudbeck était étrangement suédois. C'est bizarre. Et il va même jusqu'à prétendre que le suédois, c'est la langue d'Adam, que les runes, c'est l'écriture la plus ancienne. Et pourquoi Rudbeck part dans un tel écrit, dans un tel truc nationaliste? C'est que la Suède, à l'époque où il vit, c'est une grande puissance maritime majeure, mais qui, par rapport à beaucoup d'autres pays, du point de vue de l'époque, peu d'histoire. C'est que les Français, ils peuvent remonter jusqu'au grand roi franc. Les Italiens, ils peuvent remonter encore plus loin avec l'Empire romain. Mm, La Suède, dès que tu grattes à cette époque-là, dès que tu grattes, surtout que c'est au tout début de l'histoire, hein, c'est au mm, tout début de l'histoire en tant que science, je veux dire pas de l'histoire avec un grand H, mais de l'histoire en mm. tant que science. Pour l'époque, si tu grattes un peu, ben, qu'est-ce qu'on a? Ben, les Vikings tels qu'on les voyait au XVIIe siècle. C'est-à-dire vachement fantasmé, j'imagine. Oui, donc et pas un fantasme positivé tel qu'on le trouve actuellement, Mm, c'est-à-dire vraiment la vision du pillard qui vit dans des huttes, qui est polygame, qui adore des idoles. Et pendant que ce temps-là, les Grecs, certes, ils adorent des idoles, mais ils vivent dans des temples à marbre. Disons que ça en Ils jette un peu ont plus, quoi. ils ont pas, ils ont pas pour les nationalistes de l'époque, ils n'avaient pas fondé de grand empire. On parlait pas encore du fait que les Russes que les Russes sont issus de ces cultures-là. Enfin, je vais dire culture viking, même si le terme est faux. Mhm. Euh, donc, en fait, c'est parce que la Suède n'a pas de mythe national que Rudbeck essaie d'en créer un Mhm. en expliquant que les Grecs, c'est nous. Les Grecs antiques, les Grecs mycéniens, c'est nous. Après la, C'est Ré- nos ancêtres. Après la République, c'est moi, les Grecs, c'est nous, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, son truc, ça a quand même assez marché. La preuve, c'est qu'on s'en souvient encore maintenant. C'est Mhm. que ça a réussi à intéresser Newton. Après, Newton, hors physique, c'était pas quelqu'un d'extrêmement malin. Euh, bon, on est aussi à une époque où la séparation entre la science et l'ésotérisme pas encore tellement faite. On va dire que c'est le début, quoi. Ça a du mal à prendre ses distances, quoi. Donc là, c'est le prototype de l'Atlantide, mythe nationaliste. Notre civilisation est issue de l'Atlantide. On est les premiers. Notre civilisation, voire notre civilisation, c'est de l'Atlantide. On est les premiers. On a appris tout aux autres. Les autres nous ont tout piqué. Euh, Non, c'est Et pas. c'est Ouais. quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Bon, qu'est-ce que je peux dire avant de passer sur Hyperborée? Bon, je peux dire aussi que je vais parler un petit peu du 19e siècle. C'est l'époque où on remarque, tiens, il y a des pyramides en Amérique du Sud, il y a des pyramides en Égypte. C'est peut-être les mêmes qui les ont construits. Euh,
On peut aussi voir que mais cette fois-ci plutôt en Bretagne et en Irlande, on donne une surimportance aux mythes de villes et d'îles englouties qui sont très présents dans les mythes arthuriens et dans le folklore post-celtique, je vais dire, Mhm. médiévalo-celtique. Euh, D'où des mythes où Is, qui au départ était surtout une Sodome et Gomorre, réécrite par, par des gens du Moyen Âge, par des Bretons du Moyen Âge, par des trouvères du Moyen Âge. D'un seul coup, euh, il s'ajoute au mythe qu'elle ressurgira un jour et qu'à ce moment-là, Paris sera englouti. On ne sait pas trop pourquoi, mais il y avait le nationalisme breton qui vient s'y mettre dedans. Pour rester sur les nationalismes, je vais citer un texte qui est paru en 1920, le Weimanica. Oh, Un nom j'arrive pas à le imprononçable. prononcer. Voilà. Le Vaimanika Satra. C'est pas du tout la bonne prononciation, j'en suis sûr. Mhm. Euh, qui est un livre qui décrit en fait, qui décrit en fait des pseudo-technologies euh, pour expliquer que les ancêtres des Indiens euh, avaient une super technologie parce que dans les textes sacrés hindous, Mhm. il y a des objets volants, il y a des chars volants, D'accord. et qui décrit la soi-disant technologie de ces chars volants. Ce qui quand même plaît à des nationalistes indiens, ce qui quand même va assez loin parce que euh, l'Inde a une histoire qui est énorme. Oh, carrément. C'est que T'as pas besoin de allez juste sur la page Wikipédia Histoire de l'Inde. T'as pas besoin de broder quand t'es l'Inde en général. Bon, enfin, Voilà. il y a matière quand même à bricoler un truc et pas sortir une espèce de mythe comme ça, créé toute pièce quoi. C'est voilà, surtout que voilà, en Inde, il y a la vallée de l'Indus. La vallée de l'Indus, c'est le siège d'une des toutes premières civilisations. Une des toutes premières civilisations. T'as pas besoin de te créer une civilisation mythique quand t'as quelque chose qui est pratiquement plus ancien que l'Égypte chez toi. J'ai toujours cru que c'était les Chinois qui avaient créé la première civilisation. Tiens, bon, encore un cliché de plus. Là, non, la première civilisation, on ne sait pas où elle a été créée parce qu'elle n'a pas laissé d'écrit. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oh, ok, bon, très bien. Je m'incline. Donc, parce que les néolithiques avaient des civilisations. D'accord, ok. Après, ça dépend du sens que tu donnes à civilisation, Ça mais dépend, bon, ouais. Ça dépend. voilà. Déjà, dire qui a créé la première civilisation, pour moi, c'est quelque chose qui est un non-sens. C'est vrai, ça dépend. Dès qu'il y a une culture, dès qu'il y a une culture commune, C'est une forme de civilisation déjà. Mhm. voilà. Donc bon, donc il y avait, voilà, il y a même des gens qui n'ont pas besoin qui ont déjà une histoire qui certes est pas assez connue,
qui ont quand même besoin de se rajouter des ancêtres glorieux avec une super technologie, alors que, zut, il suffit juste d'aller sur la page Wikipédia de l'histoire de l'Inde pour se dire, pour voir qu'il y a quand même une histoire immense, et c'est une page Wikipédia. C'est juste la surface, quoi. C'est même pas le, t'as Voilà, même pas gratté le truc, quoi. c'est- et c'est très grand, c'est très vaste, l'histoire de l'Inde, c'est très complexe, évidemment. Euh, on peut voir aussi la même chose avec, avec la tribu K ou Nation of Islam, qui ont vraiment un culte de l'Égypte pour essayer de donner une fierté raciale et nationaliste aux Noirs. Euh, mais je trouve que là, c'est très très triste parce qu'ils vont aller gratter finalement dans ce qui fait fantasmer les Blancs. Oui. Alors que si on fouille un petit peu le... Moi, je connais très peu l'histoire de l'Afrique. Mais par exemple, si on me dit des grandes civilisations en Afrique noire, je peux parler du Grand Zimbabwe, qui est quand même une structure qui reste encore assez mystérieuse, sur laquelle on peut broder énormément de choses. Il y a l'Empire Zoulou qui a gêné, qui a posé des problèmes à l'Empire anglais, qui avait des fusils, et eux n'en avaient pas. Effectivement. Et ça, c'est juste les deux exemples que je connais. N'importe qui connaît l'histoire de l'Afrique, il pourra sûrement en donner beaucoup plus. Ouais, ça fait penser quand je recherchais de l'ana. Enfin, j'ai trouvé qu'un seul bouquin qui traitait de l'anarchisme africain d'ailleurs. Enfin, je le mettrai bien dans la description pour les gens qui ont qui sont plus qui s'y connaissent, ou en tout cas les camarades qui s'y connaissent sur le sujet. C'est que l'anarchisme en Afrique ou même l'histoire de l'Afrique, franchement, c'est il y a tellement de enfin, enfin en fait tout ça pour dire qu'à un moment donné il y a tellement en fait de culture à travers le monde. Pourquoi inventer un, enfin alors qu'on est originaire de la région, pourquoi inventer un mythe qui est encore plus nul de ce qui alors sur place il y a un truc beaucoup plus riche en fait, c'est un non-sens absolu effectivement. Oui, oui, oui. Et bon, en plus, tout cela est porté par des sectes assez dégueulasses, hein. En plus bon, bon, Donc, dans lesquelles je vais pas rester, oui, je vais pas m'étendre parce que là, ça va être de la oui voilà. digression Ce n'est qu'un interminable. point de détail, on parlera des sectes peut-être pour une autre fois. C'est Invite un racisé, ce sera mieux. oui voilà c'est ça. Sérieusement, parce que voilà, c'est des sectes qui s'adressent, c'est des groupes et des idéologies qui sont pour les Noirs et qui s'adressent aux Noirs. Je préfère que ce soit une personne racisée qui en parle. Effectivement, ça ferait sens, mais dans nos milieux, il y a beaucoup, il y a trop de babtou, et je suis un babtou. Mon Dieu. Enfin, Donc enchaînons. voilà, j'ai pas envie Oui, j'ai pas envie de faire le travail des autres. Voilà. voilà, c'est ça. Voilà. Donc l'invitation, chers amis, est lancée. Hein. Voilà, si vous êtes un racisé, que voilà, par rapport à des bails, voilà, historiques, etc. La chaîne est ouverte. Hein. Et je le dis jamais assez. Si vous voulez parler d'un sujet que vous trouvez qui n'a pas été traité sur Internet. Ma chaîne est là pour ça, hein, à un moment donné, je n'invite pas que des gros youtubeurs, enfin quoi que des gros youtubeurs, c'est que pour dire que j'en invite. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, la chaîne est libre, hein. Si tu m'envoies un mail sur Twitter, enfin un mail, un message sur Twitter, c'est aussi simple que ça, voilà, tout simplement. Enfin bref, l'invitation est lancée. Donc bon, on va repartir sur l'hyperborée parce Mhm, que voilà, j'ai parlé un petit peu de nationalisme noir. Maintenant, mhm. on va taper sur les blancs. Voilà, C'est beaucoup plus simple. oui, surtout, c'est C'est racisme anti-blanc il faut ordinaire, mon taper dieu. sur les nazis, il faut taper sur les blancs, et il faut se mêler de ce que l'on connaît et de nos problèmes à nous. Il y en a pas mal. Voilà. Donc, allons sur l'hyperborée. Mhm. Après cette digression qui, je m'excuse d'avance si j'ai eu des mots qui ont déplu à certaines personnes, on ne sait jamais, hein, mais bon. De toute façon, Euh, ils m'insulteront moi, enfin chers amis, si les insultes doivent être prononcées, c'est envers ma personne, hein, pas l'invité bien entendu. voilà. Voilà. Donc, bon, l'hyperborée, bon, d'abord, il faut revenir au mythe, encore une fois. Mhm. Donc,
Le mythe grec, hyperborée, ça veut dire au-delà de Borée, qui est le vent du Nord pour les Grecs. Mhm. L'hyperborée, c'est une contrée probablement mythique, même pour les Grecs. C'est probablement plus un lieu symbolique qu'un lieu réel pour les Grecs. D'accord. Déjà parce que les auteurs grecs n'étaient pas d'accord entre eux pour l'emplacement de l'hyperborée, Mhm. qui était placée tout au nord du monde, aux confins du monde, où vivaient différentes créatures fantastiques, où Apollon avait son pied-à-terre, d'autres divinités aussi, où il y avait une race d'hommes plus ou moins élus qui vivaient plusieurs siècles. Mais c'est tout ce que les Grecs ont écrit dessus. Il y a vraiment très peu de choses de la part des Grecs. C'est quelque chose qui est présent dans leur mythologie, mais qui semble pas être voué à avoir un lieu géographique particulier. Je pense Mhm. que c'est quelque chose qui est aussi, qui devait le voir de la même manière que les Champs-Élysées ou le Tartare. Mhm. Ça, peut-être, je suis même pas sûr qu'ils croyaient que ça existait réellement. Enfin, Mhm. c'est très compliqué de savoir ce que pensaient réellement les Grecs de leur propre mythologie. Mhm. Et bon, c'est évidemment resté dans les textes, puisque bon, les textes grecs nous sont parvenus. Euh, on va dire tout le monde s'en foutait avant. Mhm. Les... Le terme hyperboréen revenait de temps en temps par rapport au mystère d'Apollon. D'accord. C'est tout ce que j'ai réussi à trouver. Euh, Mais les médiévaux qui connaissaient le nord de l'Europe beaucoup mieux que les Grecs Mhm. cherchaient pas l'hyperborée. Pourtant, ils avaient suffisamment de textes pour savoir que les Grecs croyaient qu'elle existait. Mhm. C'est vrai. Ils connaissaient les navigations de Phitéas, qui est un Grec qui a exploré la mer Atlantique quasiment au cercle polaire, vu que c'est le premier Méditerranéen qui a observé et décrit le soleil de minuit, D'accord. qui a décrit une île appelée l'île de Thulé. Qu'on va garder de côté parce que ça va revenir un petit peu pour les nazis. D'accord. Ok. Mais par exemple, comme les médiévaux avaient accès à ces textes-là et s'étaient rendus compte que Phitéas s'était pas trompé tellement dans ses observations, Mhm. l'île de Thulé, on n'a jamais su ce que c'était cette île de Thulé. Il est très probable que ce soit une île, que ce soit, c'est peut-être l'Islande, euh, ou une île quelconque. Mais on voyait des cartes, on trouve des cartes médiévales avec Thulé et l'Islande. D'accord. Étonnamment, Thulé, qui était plus au sud de l'Islande, alors que Thulé était plus ou moins à l'emplacement du soleil de minuit, donc probablement plus au nord que l'Islande. Mais même si en fait l'emplacement de Thulé, c'est complètement impossible de savoir où c'était, puisque les Grecs avaient pouvaient pas tellement se repérer en mer de manière extrêmement précise. Ouais. Et donc, Donc le mythe est resté. un Lui, il peu. n'a pas été réveillé euh, pendant la Renaissance. Bon, évidemment, dans la Renaissance, c'est peut-être un petit peu ressurgi, Vaguement. mais pas plus. Il n'y a pas eu Euh, d'effet de mode vénère, quoi. Mhm. oui, on en a sûrement parlé parce qu'on redécouvrait on redécouvrait l'art grec et la mythologie grecque. Ouais. Voilà. Mais ça allait pas plus loin. Voilà.
Par contre, à l'époque à l'époque dite des Lumières, là a commencé à se poser la question des origines de l'homme et des origines de l'homme détaché de Dieu. Et Mhm. c'est là qu'est apparue l'idée d'une origine nordique ou indienne. Enfin, je t'avais placé une carte qui montrait les suivant différents philosophes, où c'est qui plaçaient l'origine des Aryens. Mhm. Faut savoir que cette idée d'une origine ultra-européenne ou du moins indienne, assez floue, parfois polaire, parfois ultra-européenne, parfois indienne, qui est apparue à cette époque-là, est issue d'un rejet des idées de l'Église. D'accord, par pure opposition au christianisme, voilà, c'est ça. Voilà. Certes, il y avait du racisme dedans, puisqu'on Mhm. voulait pas tellement, puisque ces gens-là n'avaient pas franchement envie on va dire, aussi humains que les Noirs. Oui, oui, Mais, c'était les Lumières, mais quand même, bon, c'était des bons gros racistes, hein, et des esclavagistes bien oui, derrière. Enfin voilà, c'est quand même. enfin. Euh, Enfin, voilà. Si t'as quelqu'un qui s'y connaît en philosophie pour aller critiquer la période des Lumières, ça aussi, tu peux faire un appel, hein, voilà. Oui, toi et moi, on connaît cette personne qui aime critiquer les philosophes des Lumières, Emmanuel Kant. On la Oui, connaît. D'ailleurs, voilà. on l'embrasse. Mais je vais pas rentrer là-dedans Mhm. parce que je vais dire de la merde et j'en suis sûr. Mais il y avait avant tout un rejet oui, du tous frères chrétiens, même si avec un universalisme, mais c'était l'universalisme entre blancs, Oui, oui, hein. c'est l'universalisme libéral, quoi. C'est Voilà. l'universalisme, mais quand même, on reste entre gens de bonne compagnie, quoi. Entre guillemets. Donc, bon. Mais c'était surtout un rejet du christianisme. Contrairement à ce qu'a dit Zemmour, non, Voltaire était pas le grand-père ou le père des nazis. C'était juste qu'il rejetait le christianisme. Et oui, il était raciste, mais tous les philosophes de son époque étaient des foutus Ah racistes. oui, mais d'ailleurs, même Emmanuel Kant était un antisémite carabiné. Enfin, Rousseau, je crois qu'il en est pas loin. Voilà, considérer que les philosophes des Lumières sont tous des racistes finis. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est posé. Je crois Ah, qu'il doit y mais avoir deux, trois exceptions, et encore, je les connais pas. Enfin, et encore, je crois, faut que je demande à notre ami commun quelles sont ces quelques exceptions. Je crois qu'il y a Spinoza qui l'était pas trop, et encore, Spinoza à la rigueur, je crois. Mais faudrait que je demande pour vérifier. mais c'est pas le même racisme Hmm, que maintenant. La pensée était très différente. hmm. Euh, Certes, ça puait du cul de notre point de vue, Hmm. mais pour eux, C'était c'était une normal. manière de penser tout à fait normale. Hmm. Et si ça se trouve, des manières qu'on a de penser, nous, actuellement, dans un siècle ou deux, il y aura des trucs qui diront, mais ils étaient cons. Bah, ils vont voir les spectacles de Jean-Marie Bigard. C'est vrai que là, on pourra plaider que coupable, hein. Là, Oui, c'est- mais non, c'est- c'est ça. là, on plaide coupable. On peut pas esquiver. Voilà. Et donc, Donc, il y a eu cette idée qui est venue de, ouais, de rechercher les origines par rapport ouais, au Voltaire, etc. Là. euh, de la race aryenne. C'est un Français d'ailleurs qui a l'origine du terme arien, D'accord. Arthur de Gobineau. Ah, c'est. Euh, qui en 1855 a écrit un bouquin intitulé Essai sur l'inégalité des races humaines. Ça sent déjà bon dans le titre. Bah, ça me fait penser au livre de Rousseau, Essai sur l'inégalité entre les hommes, tu vois. Mais je crois que c'est un livre de Rousseau, je crois. Je crois qu'il a plagié le titre, mais bon. Et
Bah, lui, il devait plutôt penser que les Aryens étaient d'origine hindoue parce que le mot arien, il a pioché dans le mot védique Arya, qui veut dire seigneur. Ah, il allait pas prendre le mot pour dire pécor, Ah, péon, non, 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 non. seigneur. Voilà. On est la race des seigneurs. C'est voilà, c'est d'accord. La race des seigneurs. Oh, je commence à voir la petite moustache et la croix gammée, un peu bancale, tu vois. Je commence à la voir. T'es là? Donc, Ouais, voilà. oui, 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 je suis sur mes notes. Voilà. Euh, Ok. Seigneur. donc il y a eu ensuite un Anglais qui a repris ces thèses, qui les a popularisées auprès des Allemands. C'est voilà, tu m'as marqué, c'est le britannico-allemand Houston Stewart Chamberlain. Voilà. Bon, là, on est beaucoup plus dans le mythologique pur que dans la recherche scientifique claquée au sol. Oui, Excusez-moi, oui, excusez-moi. On va couper ce que je viens de dire. oui. Voilà, on revient sur claqué au sol. Mhm. De l'époque des Lumières. Là, on Ouais. est beaucoup plus dans une recherche parascientifique. Mhm. Parce que là, bon, on commence à y voir dans le pôle Nord l'origine de la race blanche et on y met à peu près tout ce qu'on y veut. Tiens, le jardin d'Éden, déjà évidemment l'Hyperborée, oh l'Atlantide, oh l'île d'Avalon. Bah, c'est une espèce de vide où en fait on comble tout ce qui nous fait envie, quoi. Oui, 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 oui. Euh, faut voir aussi que déjà dans l'époque, il y avait des gens qui étaient à la fois opposés au christianisme et au darwinisme.